Je peux dire que dans la vie active, j'ai travaillé dans un unique domaine qui était le nucléaire, l'industrie électronucléaire, et plus spécifiquement la sûreté du combustible nucléaire. La sûreté, c'est-à-dire l'assurance que le combustible fabriqué et utilisé l'est dans des conditions tout à fait correctes, sans crainte de dégagement de produits de fission. Quand je suis devenu inspecteur des installations nucléaires de base, c'est une entité administrative qui s'occupe de la fabrication, de la conception, de la fabrication, de l'utilisation et du traitement, pour finir, de la matière nucléaire. Et pour cela, on est assermenté. Je l'ai prêté serment d'abord devant le tribunal de Lyon, une première fois, et ensuite une deuxième fois à celui de Nanterre. Je suis né à Marseille, mes frères et sœurs aussi. Ma femme n'est pas née à Marseille, mais je ne la connaissais pas à l'époque, bien sûr. Elle est née à Saint-Étienne, mais très 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 jeune. Elle était élevée à Marseille, ce qui fait qu'on peut dire qu'on est Marseillais. Marseille ayant été le point de chute de mes ancêtres qui sont immigrés et qui se sont installés à Marseille. Qui arrivaient d'Europe centrale? Non, de Turquie. De Turquie. De Turquie. D'accord. Mais ma mère, elle, même si ses ancêtres, elles, sont issus de Turquie, est née à Paris. Mais très jeune, elle est venue à Marseille. Un magasin que mon grand-père avait créé en plein centre de Marseille, à la rue de Rome, la première partie de la rue de Rome, en face, ce qui était à l'époque le cinéma Rex et Rulle, qui était avant le cinéma Comédia. Marseille étant un port à l'époque, c'est un des plus grands ports du monde. En 39-40, Marseille faisait partie des 15 premiers ports du monde. C'est plus du tout le cas maintenant. Et donc il voyait défiler dans son magasin qui était en plein centre beaucoup de monde, beaucoup de marins, beaucoup de personnes, connues ou pas ou inconnues, qui racontaient ce qui se passait. Donc il avait une vague idée des dangers qui se précisaient de plus en plus. Et il a fait en sorte que sa famille, donc moi enfant, soyons prêts à partir. Et lorsque les Allemands ont envahi la zone sud, et sont allés jusqu'à Toulon, vous savez, d'où le sabordement de la flotte française, la troisième flotte militaire du monde, on l'oublie ça, militaire, la marine nationale française, c'était une des plus belles. Et il a fait en sorte que dès que les Allemands sont venus à Marseille, on était prêts pour partir. Comme la chanteuse portugaise Lio, qui a chanté une chanson « Ma valise et mes cartons », vous savez. Et moi j'ai vécu ça enfant, quand il y avait une série de colis et de valises dans l'appartement de mes grands-parents où on habitait, le long du vestibule, tout était prêt. Prêt au départ. Prêt au départ. Peu triste, je sais pas, mais pesant, oui. Je me rappelle d'une scène. Vous savez, les enfants, c'est brutal, ça ouvre une porte, ça prend un objet qu'il est allé chercher dans la pièce, et je me suis, pas immédiatement, mais au bout d'un certain nombre de fois, je me suis aperçu que chaque fois que j'ouvrais la porte, j'arrivais inopinément dans une pièce où les grands, c'est-à-dire mes parents et mes grands-parents discutaient, je me suis rendu compte, mais pas du premier coup, qui changeait de conversation. Et moi, enfant, ça me posait problème. Il y a quelque chose. Plus ces colis, chaque fois que je posais des questions, pourquoi y a-t-il ces valises et ces colis? Et tout ça réuni me faisait que je n'étais pas rassuré. Une certaine inquiétude latente. Voilà. Oui, on est de confession juive, oui, on ne l'a jamais caché. Et nous, on n'est pas ultra religieux pour cela, loin de là. Et on est arrivé à Gap.
parce qu'on avait des parents installés du côté de ma mère, installés à Gap, dans les Hautes-Alpes, après la guerre de 14, je sais pas, je les ai jamais su quand. Et ils nous ont reçus, et moi qui étais un enfant, quand j'ai vu cet accueil, j'étais rassuré, quoi, parce que le départ était triste. On débarque à Gap, on fuit les premières arrestations à Marseille, on arrive à Gap, qui était alors comme la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, enfin on disait les Basses-Alpes avant, et Nice était occupée par les Italiens, et je peux t'assurer que moi enfant, je n'avais absolument pas peur. Les Italiens ont été d'une correction parfaite. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'armistice de Badoglio, qui a chassé les Italiens de Gap, en l'occurrence, puisque j'ai vécu cela, il y a eu 1 ou 2 coups de canon de tirés dans ce qu'on appelle le centre administratif des Michel. Aujourd'hui, c'était la caserne des Michel. Et il y a eu... Les Allemands ont chassé violemment les Italiens qui ont fait semblant de se défendre et puis se sont rendus assez très vite. Et bien, après, c'était tout à fait différent. Ils étaient concierges de la mairie de Gap, les Schex. Les Allemands viennent d'arriver, de chasser les Italiens, comme je l'ai dit, et il y a un contrôle d'identité. Donc ils rentrent dans la loge du concierge. Ma mère, qui venait faire son marché, se reposait chez monsieur et madame Schex. Donc si elle se reposait chez eux, c'est qu'elle avait confiance. On en était là à cette époque-là. Et donc, ils demandent les papiers, les Allemands. Ils s'étaient suivis par un modeste policier français. Hein. Et c'était obligatoire. Et donc, monsieur Schex présente ses papiers, madame Schex, son épouse aussi, et il se tourne vers ses enfants à lui, qui pouvaient, c'était 2 jeunes filles, qui pouvaient passer pour les sœurs de ma mère, puisqu'elle était jeune, ma mère. Et monsieur Schex prévient. Mais vous voyez que je suis en règle. Parce qu'il avait peur qu'il demande des papiers à ma mère. Vous voyez, je suis connu, je suis concierge de la mairie de Gap, et regardez mes enfants, englobant ma mère. Oui, ça s'est prendre, il était fusillé. Et lui et sa famille étaient déportés peut-être. Il n'y avait pas que les Allemands, il y avait les vichistes. Et parmi les vichistes, il y avait beaucoup d'antisémites. Donc, quand il avait une alerte, papa préférait quitter Gap, et on a fait des sauts de puce une fois dans le Champsaur à Orsières, enfin pas à Orsières, à Prapic, qui à l'époque était totalement inconnu, et Prapic qui était un hameau. Alors on a débarqué là, c'est comme dans la Bible, de mon arrière-grand-mère à mon petit frère qui venait de naître, 4 générations. Eh bien, les 3 quarts sont allés, dont moi, ça je m'en souviens, dans les tables, comme le petit Jésus. Mon arrière-grand-mère et ma mère peut-être, ma cousine qui avait 16-17 ans, ont dormi dans des lits véritables, et nous avons dormi dans les tables à Prapic. Il faut dire que nous étions sur un promontoire sur la route de la Fressinouse, mais on dominait la cuvette de Gap. Et je voyais sur la route en lacet, de temps en temps, il y avait des convois de troupes allemandes. Je ne savais même pas qu'ils allaient pas. Pour moi, mon horizon, c'était Valser à gauche et Vennes à droite, que je ne voyais pas, bien entendu. Mais je savais que Vennes existait, c'est tout. Mais je ne savais pas qu'en fait, ces troupes-là allaient vers le Vercors.
Et il y avait des petits morceaux de convoi avec des camions, des half-tracks, des mortiers, des trucs comme ça. Et un jour, papa se tenait à l'embranchement de cette route dont je parle et du chemin qui amène à notre ferme, qui amenait à notre ferme. Et il était avec sa fourche, comme les ouvriers, les acteurs d'opéra, vous savez, marchand, ils sont immobiles avec la fourche à la main, la salopette. Et à sa grande surprise, le convoi, enfin la voiture de tête du convoi s'arrête et se dirige vers lui. Et c'était l'Allemand qui voulait demander un renseignement et qui, sur la route, et qui, en plus, lui demande, en un sabir mi-français, mi-allemand, Terroristen hier, il y a des résistants ici. Et papa dit, non, non, je n'ai jamais vu. Und Juden hier, les juifs ici. Alors ça, pas du tout, hein. Et donc, pour moi, enfant, donc ces soldats partaient toujours dans la même direction. Et un jour, je vois la tête du convoi, et là-bas, je vois la première voiture et je ne sais plus si c'était un ou deux camions, qui tournent et empruntent le chemin qui mène chez nous, qui mène au hameau où nous habitions. Et comme on était la première ferme du hameau, ils se sont arrêtés chez nous. Et puis ils ont parlé à mes parents, je ne sais pas quoi, et je vois une armada de soldats de la Wehrmacht et qui s'installent dans la grange. Et ils ne venaient pas pour nous, ils venaient, je ne sais pas, ils se sont arrêtés et ils ont passé la nuit. Et l'officier a réquisitionné une chambre. Le fait est qu'il y a eu une petite trentaine, ne me demande pas le chiffre, j'en sais rien, de soldats allemands qui ont dormi chez nous. Ma grand-mère avait passé toute la nuit à prier les psaumes parce qu'elle voulait nous sauver. Saint-Véran vivait à l'époque comme on le lit dans les livres. J'ai connu cette époque-là, les hommes et les bêtes ensemble. Aujourd'hui, on montre le chalet témoin pour le tourisme. J'ai connu cette époque-là. J'ai voulu récompenser la famille, la famille Schex qui nous a sauvés. Schex, c'était à Gap, en fait. Oui, à Gap et dans le Gap pensé, ouais. Dans la ferme, j'ai habité une ferme, quoi, détenue par Monsieur Clément, qui était un agriculteur de la Garde, du hameau de la Garde, et j'ai voulu les récompenser en voulant les faire récompenser par le prix de la médaille de Juste, vous savez, la médaille. Juste parmi les nations. Et malheureusement, ça n'a pas abouti, ce n'est pas de mon fait. Alors, et à chaque fois, on était reçus remarquablement par la population locale. Pourquoi? Mon amour des Hautes-Alpes vient de là. Et les Quérassins ont suivi. Chronologiquement, je veux dire. Chronologiquement. Et ils ont été parfaits. C'est-à-dire qu'effectivement, voir arriver 4 générations, on se doute qu'il se passe quelque chose. Exactement. Du côté de Gap, c'était les catholiques prédominants. Quand je dis Gap, c'est le grand, large, au sens large du terme. Le Gapençais, le grand Gapençais. Et à Saint-Véran, c'était aussi les protestants. La preuve qu'un monsieur que je considérais comme très bien, et ma mère me laissait sortir avec ce monsieur. Donc si je sortais avec lui, c'est qu'il était du bon côté, comme on disait. Et c'était un pasteur. Le pasteur de Saint-Véran. Le pasteur de Saint-Véran. Et c'est lui qui m'a fait aimer, il m'expliquait. On cheminait le long de l'Aiguë Blanche, il me faisait participer à la nature. Et ça vient des tripes, c'est pas sur un livre que j'ai lu quelque chose. Depuis mon plus jeune âge, j'ai vu ce que valaient les Hauts-Alpins. Vous savez qu'entre parenthèses, les Hauts-Alpins constituent la région de France où, pendant longtemps, le rapport entre le nombre de diplômés et le nombre d'habitants est un des plus élevés de France, si ce n'est pas le plus élevé. Faut pas croire, hein.
l'image de l'abruti de montagne avec le goitre parce qu'il n'y a pas de l'eau. Le crétin des Alpes. C'est ridicule ça. Les hauts alpins sont remarquablement développés. Parce qu'il y a des défauts comme tout le monde, mais il y a des qualités aussi qu'on oublie. La ténacité, le sérieux, la ténacité. Les conditions de vie en haute montagne sont dures. Et donc, il faut être ferme, solide mentalement pour résister. Et puis la pauvreté, c'était pas la richesse. Des qualités qui malheureusement se perdent parfois. Seillac, je l'ai connu grâce à un ami qui s'appelle Blesse, Adrien Blesse, qui était installé à Seillac. Et moi, j'avais commencé des pourparlers pour m'installer à Moline. J'allais là, ce que j'avais connu. Il m'a dit, mais pourquoi vas-tu là-bas? Viens ici à Seillac. Et voilà. Et voilà comment on a découvert. En 1969, on a fait un saut de puce. Le dernier saut de puce. À Seillac. Qu'as-tu à dire sur Seillac qui visiblement compte pour toi, que tu aimes, que je crois t'aimes? Les Seillaciens, je crois, t'apprécient plus. Je ne sais pas, mais moi je les apprécie beaucoup. J'apprécie non seulement la beauté remarquable des paysages, c'est la haute montagne en Europe de l'Ouest, c'est formidable, mais en plus les qualités morales des habitants du Queyras, que je voulais à tout prix marquer quand même le coup. Donc j'ai choisi Seillac, parce qu'après tout on était à Saint-Véran pendant la guerre, et donc j'ai fait en sorte que le village, un représentant par famille soit représenté, et ils m'ont fait honneur et j'étais très heureux. Le problème c'est de maintenir les jeunes au village, et ça c'est très difficile. La volonté qu'ont eu la génération de ceux qui maintenant prennent leur retraite à Seillac, ceux qui sont devenus par exemple moniteurs de ski, c'est à la force du poignet, parce que il ne faut pas croire qu'on leur a accordé ça comme ça. Leur volonté de maintenir une activité, c'est remarquable, mais de notre côté, cette volonté-là ne doit pas laisser entraîner le village dans une vassalisation totale envers les citadins. Et c'est un problème. On va voir bientôt l'époque où le conseil municipal, enfin on peut supposer, nul n'est prophète en son pays, encore moins moi qui ne suis pas né à Seillac. On peut voir prochainement un conseil municipal composé d'une majorité de non-Seillaciens. C'est possible, avec tout ce que cela entraîne comme vision de l'avenir. Et un Philippe Lamour ne se rencontre pas tous les ans. Et tous les siècles. Tous les siècles, vous avez raison.